Entre 2 bulles. Bon, mais du coup, bienvenue, sur, notre entre 2 bulles, 8, déjà le numéro 8. Alors désormais, on propose de fixer des thématiques au club, se déroulant les mois sans invité, donc un mois sur 2, et le thème sera associé à la lecture imposée du mois. Donc ce mois-ci, le thème sera une édition spéciale sur les artistes, les auteurs et les dessinateurs. On va aussi, changer, quelque chose ce mois-ci, on va essayer, si vous êtes d'accord. On va inverser le programme. Je vous propose de commencer, par un moment de partage sur notre lecture imposée du mois Utsubora de Nakamura Asumiko, proposé par Trivium, qui a été donc voté parmi 3 titres, dans le Discord. Ensuite, on pourra faire, le débat proposé toujours par Trivium qui, aurait aimé qu'on parle de l'importance du style graphique au sein de l'œuvre et enfin, on pourra présenter, chacun nos œuvres. Voilà, ça vous va? Oui, C'est pas mal. oui, Allez, go! Du coup, on peut commencer par parler d'Utsubora. Est-ce que tout le monde l'a lu ou pas forcément? je l'ai lu. Moi Ouais, aussi. moi je l'ai lu il y a une demi-heure. Ah bah, c'est frais, hein. Belle perf. Pas moi, mais parce que ça m'attire pas. OK, Voilà. et c'est le dessin qui t'attirait pas? Non, c'est en fait, j'ai lu, d'autres œuvres, de la mangaka et enfin, du coup, je crois que c'était, que des yaoi que j'ai lu de sa part et en fait, j'accrochais pas à son style de narration. OK. C'est le style de dessin est sympathique, hein, c'est pas ça qui me dérange, même s'il est quand même particulier. C'est vraiment plus, comment elle, narre ses récits où j'ai du mal, où en fait, elle a un fil conducteur. On a l'impression qu'il s'effile au fur et à mesure de l'histoire et il y a que 2 fils qui sont re entremêlés entre eux à la fin et il y en a deux trois qui sont laissés en plan sur le côté en train de mourir. On sait pas ce qui leur arrive à la fin du récit et je suis pas trop fan de sa façon de faire. C'est juste ça. Après, Tsubara, ça reste un ovni par rapport à ce qu'elle a fait, hein. De ce que j'ai pu entendre, moi j'ai pas lu le reste, c'est quand même beaucoup plus hard, le reste ouais, c'est quand même assez différent pour le coup. Tsubara, c'est un ovni dans ce qu'elle a fait, de ce que j'ai pu, entendre par-ci par-là par ceux qui avaient lu le reste. Donc peut-être que ça pourrait te plaire, même si effectivement, bon, on en parlera après, mais le style graphique reste particulier et sert le récit, d'une certaine façon. Donc peut-être que c'est ça qui peut te rebuter et dans ce cas-là, effectivement, tu auras pas une lecture plaisante. Alors moi, par manque de temps, j'ai lu que le 1 et pas le 2, heu, donc je vais un peu me faire spoil, mais c'est pas grave, j'aurais dû lire les 2. Mais en tout cas, j'ai été assez, pris par et le dessin. Ce type de dessin, ça m'attire de plus en plus. Alors même si c'est pas les mêmes, mais sur, du, Nananan, sur du Okazaki, j'ai pu retrouver des dessins qui, sont, très simplifiés. C'est souvent les lignes des contours, il y a un petit peu d'ombre à certains endroits, mais c'est pas du tout chargé et je trouve que c'est assez agréable, et fluide, pendant la lecture. C'est pas surchargé d'informations et donc ça, j'ai été sensible, à son dessin et pour l'instant, l'intrigue m'a bien happé quand même. Il y a pas mal de choses qui se passent et c'est assez émotionnel. Ça pour l'instant, ça fait le taf sur moi, donc je suis curieux de lire le tome 2, et de voir la finalité, mais je suis assez content de ma lecture. Bah, pour ma part, j'ai vraiment dévoré les deux tomes parce que pareil, j'ai beaucoup aimé son style de narration. Je trouve qu'on est vraiment captivé tout le long. On a vraiment envie de savoir la suite. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que comme on m'a dit bah, avec Protéis, il y a trop de points d'ombre à la fin et c'est ça ce qui est dommage, c'est que pas tout a été correctement développé, ce qui fait qu'on peut un peu se sentir perdu à certains moments. Moi je suis d'accord avec ça parce que j'ai bien aimé, bah, les personnages, le style graphique, même s'il est un peu spécial, il est sympa, mais en fait la partie enquête à la fin, il nous manque des éléments je trouve pour tout comprendre. Moi, je suis alors, je comprends ce que vous dites, mais j'en avais, discuté un peu avec Trivium,
pas mal de fois, notamment quand il me les vendait et puis après l'avoir lu, parce que c'est vrai que quand on est, à la fin du tome 2, on se sent un peu dans un, dans une lecture un peu cryptique, mais en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que c'est un et c'est bien que ce soit court, c'est que c'est un manga qui est fait pour être lu une, 2, 3, 4 fois, pour comprendre, en fait, les petites choses qu'en fait, l'autrice va mettre au fur et à mesure du scénario, pour nous permettre de comprendre les clés. Alors, je pense que le dessin, justement, appuie ce côté un peu cryptique. Moi, pareil, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le dessin, mais j'ai été, assez désarçonné à la fin, du tome 2 parce que je me suis dit: «Est-ce que j'ai bien compris, ce qui s'était passé ou est-ce que j'ai pas compris?» Je vais peut-être pas, parce qu'il y a quand même beaucoup ici qui ont pas forcément tout lu, donc je pense pas que ce soit nécessaire de spoiler l'œuvre. Surtout que, justement, je pense que ce qu'il y a de plus intéressant dans ce manga, dans cette œuvre, c'est que justement chacun va pouvoir essayer d'enquêter soi-même en relisant, en lisant certains passages pour essayer de comprendre la fin. Je pense que toutes les clés du manga. Alors malheureusement, moi, je l'ai lu il y a, peut-être 2 mois, donc je me souviens à peu près de l'intrigue, je me souviens de la fin. Je sais que la première fois, j'avais pas forcément tout compris, donc j'aurais bien voulu relire l'œuvre, une deuxième fois. Mais je pense que justement, l'autrice a mis tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse comprendre à la fin toutes les clés de l'intrigue, mais que, il va falloir lire et relire et c'est ça qui est intéressant et je pense que justement le style graphique va aider à ça, en fait. Être en soi, ça a l'air, assez effectivement dénué de superflu, mais au contraire, je pense qu'il y a trop de détails pour qu'on comprenne l'œuvre, la première fois qu'on l'a lu. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et hem et après ça serait peut-être intéressant, si possible sans spoiler, mais de voir les personnes qui ont pas forcément, eu toutes les clés de l'intrigue, savoir quelles clés ils ont pas eu pour voir s'il y en a d'autres qui ont eu d'autres clés de compréhension. Alors juste, je fais une petite aparté, par rapport au spoil, moi, après peut-être que les autres c'est différent, ça me dérange pas du tout, que je sois spoilé. J'aurais dû les lire pour aujourd'hui, donc c'est pas grave et il faut pas s'empêcher de dire certaines choses pour ça. Non, c'est pas forcément en fait, ce que je trouverais dommage, c'est même pas forcément de spoiler pour spoiler, parce que je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent être spoilées, effectivement, c'est pas forcément très, mais là, je pense que ça serait dommage de spoiler cette œuvre-là. Après, c'est que mon avis et on peut spoiler, ça me dérange pas, mais je pense que ça serait dommage pour ta compréhension et la compréhension de ceux qui l'ont pas lu ou pas fini, de spoiler parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est 2 tomes, mais on peut justement le relire plusieurs fois pour avoir soit, comprendre mieux l'intrigue, soit avoir plusieurs clés de compréhension. Après, voilà, Mmh. c'est comme ça que je vois le truc, mais Et je me demande si des fois il y a pas des récits qui peuvent être, où ça sert un petit peu le récit que pas toutes les questions soient, très bien, répondues à la fin. Je sais pas si je l'exprime bien, mais des fois dans l'intrigue, il peut rester des parties qui soient vaporeuses un peu, mais ça fait Mmh. partie de l'ambiance générale. Et là, en tout Ouais, cas, c'est fait l'ambiance du exprès. tome 1, elle est pleine de mystères et du coup, les choses que tu comprends pas, ça alimente un peu ce que tu ressens, d'être, par exemple, autant perdu et autant dans le questionnement que certains personnages. Du coup, ça te transmet l'émotion que les personnages vivent et pourquoi pas dans certaines œuvres. ah bah, clairement, là, dans l'œuvre, c'est du brumeux, en fait et c'est marrant parce que le style, là, je le refeuillette. Le style appuie vachement ça, du noir et blanc. La façon dont elle a travaillé son style de dessin, ça, appuie ce côté brumeux de l'histoire, effectivement. Maintenant, ça reste quand même intéressant de voir, par exemple, Saki, ou Marsu, bah, vous, qu'est-ce que vous avez pas forcément compris dedans, et que vous avez l'impression que ça a pas été répondu? Moi, je dirais qu'il y a des choses, c'est pas forcément que j'ai compris, mais c'est plutôt des questions où j'ai peur de pas avoir, forcément la bonne réponse. Après, ce sera un peu dans le domaine du spoil, du coup, j'ai pas forcément envie de le dire là. Parce que pareil, je te rejoins, je trouve que c'est une œuvre qu'il faut pas spoiler. La seule chose que je trouve dommage, c'est peut-être que certaines relations ont pas forcément été développées, notamment au niveau des personnages secondaires. Tu sais, je pense à celui, qui est dans l'édition, j'ai oublié son nom, avec la gamine, Celui qui a des j'ai lunettes? plus ouais, c'est ça. Par exemple, ces 2 là, Tsuji? j'aurais aimé ouais, c'est ça. Bah, j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus développé. Je suis d'accord, ça pour le coup, de mon souvenir, effectivement, je trouve que ce personnage, en fait, il vient un peu comme ça, on suit un peu enfin, on le suit, alors qu'au final, on comprend pas trop pourquoi. Maintenant, sans spoiler, en donnant quand même la clé pour ceux qui l'ont lu, je pense que c'est le côté identité qui effectivement est un peu, sombre, à comprendre, et pourquoi cette identité et les conséquences.
en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Si. Et je pense que c'est ça, en fait, pour moi, qui est peut-être le plus critique, c'est-à-dire que le héros, on comprend, ce qui se passe. Le personnage effectivement Tsuji, celui à lunettes, l'éditeur, effectivement, lui, c'est un peu le plus cryptique. En un sens, on se demande même pourquoi c'est là et après, oui, effectivement, c'est la question d'identité qui effectivement, va être un peu, la clé un peu de voûte, des questions, des interrogations qu'on pourra avoir, au niveau de l'œuvre. Mais de ce que me disait, Trivium, lui aussi, c'était le côté justement à relire et aller chercher en fait dans le tome 1 et le tome 2 des clés qui vont nous permettre de répondre à ça, en fait. D'accord. Lady, il me semble que quand j'ai pris la parole tout à l'heure, tu allais commencer à parler. Oui, j'allais dire que, bah, j'étais globalement, bah, ce qui est pas difficile, je suis globalement d'accord avec tout le monde. Alors la première lecture, moi, j'ai pas tout bité. À la fin, j'étais là en mode: attends, j'ai loupé des trucs». Du coup, ça me donne, envie de le relire et je pense que c'est un petit peu le but. Je pense qu'elle a un peu fait exprès pour qu'on repasse, tu sais, 1 fois, 2 fois. Oui, bon, c'est 2 tomes, j'ai envie de dire, ça se lit vite. Comment? Moi, j'étais contente que ça tombe sur cette œuvre-là parce que moi, la couverture, ça m'attirait de fou, en fait. Vraiment, j'avais très envie de le lire, donc ça tombait bien et en plus, il est sur manga.io donc c'est encore plus pratique. Ah oui, c'est vrai, quand c'est dispo en scan, ça fait toujours plaisir. Ah bah là, oui, oui, comment? Au chaud, sous la couette, en plein hiver, ouais, ça tombe bien, ouais. Non, mais franchement, comment? J'ai trouvé l'histoire, ça changeait un peu, c'était intéressant, franchement, c'était sympa et ouais, je suis d'accord sur le fait que ce serait dommage de spoiler la suite parce qu'en fait, elle a essayé de mettre plein de trucs et à la fin, tu es là, tu fais: «Waouh!» OK, ça me chauffe là, ce que vous me dites, n'empêche pour, que personne ne veuille spoiler, ça me chauffe vraiment de lire le deuxième rapidement. Ah bah, justement, comment? Il y a aussi, un truc, comment? Quand on a dit que c'était cette œuvre-là, moi j'avais pas en fait, quand j'ai fini le tome 1, j'étais là en mode: «Ah, attends, il faut que je lise que le tome 1 ou il faut que je lise le tome 2 aussi?» Puis je me suis dit: «Ah ouais, non, je peux pas attendre, je vais lire le tome 2». J'ai enquillé direct. Eh oui, Après, tu m'étonnes. je pense qu'une clé de compréhension, ça serait par exemple alors pour le coup, je conseille moi personnellement de lire une première fois et après relire en se mettant en fait une sorte de plusieurs, voies narratives par personnage ou par histoire. Donc l'histoire, de Utsubora, du bouquin qui a été écrit, l'histoire du héros principal, l'histoire des 2 femmes, l'histoire de Kenji. Enfin voilà, faire peut-être, découper par personnage, par arc narratif et peut-être que ça peut permettre une clé de compréhension comme dans certains romans, même films ou autres où en fait, le fait de, par exemple, là j'ai en tête parce que ça me vient, mais par exemple Cloud Atlas, c'est un film quand les personnes, l'ont vu la première fois, on bite que dalle. C'est-à-dire que s'il y a une fois on regarde à côté ou qu'on fait quelque chose pendant même ne serait-ce qu'une minute, on comprend plus rien. Alors que si après on revisionne le film en essayant de comprendre chaque personnage ou chaque arc narratif ou chaque arc temporel, ça permet d'avoir une clé de compréhension et je pense que Tsubora, c'est peut-être aussi, une clé qui permettrait de mieux comprendre, ce qui se passe. C'est-à-dire que quand, globalement, on a lu l'histoire, il y a certains arcs qu'on comprend, d'autres moins et je pense que si effectivement on passe par, oui, oui, Cloud Atlas, c'est un gros bordel. Mais, je pense qu'effectivement, si on essaye de scinder ça, en fait, de découper ça à notre manière, bah, peut-être que ça permettra d'avoir une clé de compréhension un peu plus facile. Ouais, ça m'intéresse. Il y a Tritri qui m'a envoyé, du coup Trivium qui a proposé ce titre qui a été tiré au sort, qui m'a envoyé, hier soir, un un avis ou une analyse écrite. Il m'a pas forcément demandé de la lire, mais il a mis à disposition au cas où, donc ça peut être, intéressant que je vous la partage. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit: «L'histoire est franchement plaisante et jusqu'au bout on peut être surpris. Mais ce qui le rend si bon, c'est surtout son dessin. Il est épuré, fin, élégant, aéré et la mangaka sait même quand le rendre plus suffocant. Je garde en mémoire pas mal de pages, elles me hantent tant elles sont belles et intelligemment construites. C'est vraiment un travail d'orfèvre à ce niveau et m'a rappelé un peu à Tire-d'aile dans cette maîtrise de la mise en page. Je précise aussi qu'il y a un côté très sensuel, un peu érotique. Entre parenthèses, ça reste léger mais je préfère préciser. Absolument pas vulgaire. Coup de cœur et je vais m'empresser de me prendre les 2 tomes en français lorsque le second sortira ce mois-ci. Foncez. Donc c'était un avis qui datait d'il y a quelque temps apparemment. Oui. Mais c'est vrai que graphiquement, moi j'ai beaucoup aimé. Des fois, je prenais le temps d'examiner les cases et ses balances du blanc, du noir et son travail au trait. J'ai été très sensible à ce qu'elle a produit visuellement. Pour moi, c'est pas tant le dessin que le style graphique et le découpage qui, servent le récit. Parce que, c'est peut-être ça qui en fait une œuvre particulière. Alors certes, le dessin, est sublime, mais je pense que, ouais, c'est sa façon de découper, son style graphique justement,
Parce que c'est vrai que quand j'ai vu le sujet, d'aujourd'hui, style graphique, je me suis posé la question: «Ça veut dire quoi, un style graphique?» parce qu'un style graphique, ça va être dans un média de base et si après on fait dans une œuvre particulière, donc dans un manga, comment est-ce qu'on différencie un style graphique d'un dessin? Et je pense que là, justement, le fait d'avoir vu un peu, des définitions, ça me permet de dire que justement dans Tsubora, c'est pas forcément tant le dessin, moi, qui m'a vraiment, surpris dans le bon sens du terme, c'est vraiment, voilà, le style graphique, le découpage, l'ambiance du récit qui est fait par rapport au dessin et qui fait que si on avait eu ce récit à la façon d'un roman, est-ce on l'aurait vu de la même façon? Je pense pas. Je pense qu'elle a su, de A à Z, utiliser son média pour servir son récit. C'est quoi la différence entre style graphique et dessin? Bah, en fait, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai vu quand même assez rapidement, déjà un style graphique, au final, au départ, c'est sur un média, donc ça va être, l'image, le machin, ça va être en fait plein de choses et si après on met par rapport, au manga, a priori le style graphique, ça va être vraiment, comment on va se servir du dessin et du découpage dans son récit, a priori. Après à confirmer, mais c'est un peu compliqué de trouver une réponse vraiment. Ouais, mais c'est intéressant et c'est intéressant qu'on puisse partager nos ressentis. Dans tous les cas, là, ça fait une transition, très organique vers le thème, du débat qui allait suivre, hein, qui est d'ailleurs assez large et d'un côté, c'est un peu imprécis, comme débat, de parler de style graphique, de l'importance que ça peut avoir. C'est pas très précis comme, question, mais justement, on peut peut-être tous, facilement, trouver des récits qui nous ont touchés, de par le style graphique, les partager, les comparer, voir quand ça a pu, quand le style graphique a pu servir, à la compréhension d'une histoire ou aux émotions associées. Voilà, donc on peut basculer vers là, si vous voulez. Alors juste pour compléter, a priori, le style graphique, c'est s'éloigner des codes de la BD pour le manga, hein, européenne et américaine. C'est-à-dire le fait que les dessins sont plus souvent en noir et blanc, le fait que le graphisme va mettre l'accent sur les émotions des personnages, qui sont dotés de grands yeux très expressifs et donc en fait, c'est que comment, en fait, le média du manga va servir à, sur une histoire, en fait, a priori et sur un récit. Ah OK, Mais OK, c'est OK. compliqué parce que style graphique, en fait, c'est plus général. Donc là, tu dis, en gros, il y aurait un style graphique associé au manga et à l'intérieur, chaque, auteur ou dessinateur amène aussi quelque chose de très singulier, mais tout en restant souvent dans les codes du manga. A priori, c'est ça, ouais. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau pour parler de style graphique, d'auteurs, de choses, marquantes que vous pouvez avoir en tête à ce sujet? Plouf, je me lance. Ah, voilà une courageuse. Comment? Et ben, moi, en parlant de style graphique, j'ai été surprise par Beastars parce que ce qui m'a donné envie de le lire, c'était un peu les shorts que je voyais sur YouTube de l'animation Netflix et ça me paraissait bien, donc j'ai acheté le premier tome et j'ouvre la première page et dans ma tête, je me dis: «Quoi? QA?» Les traits, ils étaient pas encore très affirmés, bah, forcément, c'est le premier tome, et je me suis demandé si j'allais aller jusqu'au bout parce qu'au début, j'arrivais un peu pas très bien à lire le manga, en fait, j'avais du mal et puis, bah, petit à petit, en fait, on accroche, vite à l'histoire et on s'habitue au graphisme. Petit point rapide avant de reprendre. La fin du débat sur la lecture imposée, Utsubora, n'a pas pu être conservée suite à un souci technique. Cette partie de l'enregistrement est malheureusement perdue. On enchaîne donc directement avec la suite de nos échanges autour d'une question essentielle dans le manga, le rôle et l'importance du style graphique dans l'œuvre, et la manière dont il influence notre lecture. Pour ouvrir le débat, on retrouve tout de suite Crotéis. Des fois, chez les nouveaux venus, bah, ça se ressemble énormément. À moins que, par exemple, si MHA, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen n'avaient pas été des gros monuments comme ça l'est devenu, je pense que ça se confondrait un petit peu au niveau des styles. Quand on compare les premiers tomes, ils ont pas vraiment leur propre patte au 1er tome et après vu qu'il y a une grosse réalisation, ça a bien fonctionné. Ça a pu aider. Mais c'est vraiment ça où en fait, il faudrait que comment expliquer ça? C'est la carrière qu'il va y avoir derrière, le temps que les personnes ont passé à peaufiner leur style qui fait qu'ils vont avoir leur propre patte et en Mmh. fait, c'est à partir du moment où ils s'écartent des codes actuels, où je trouve que là, ça devient intéressant. Ouais, mais après ça, c'est pour toutes les générations. À l'époque Oui, où bah, il y c'est ça. avait, voilà, à l'époque Quand d'Astro Boy, tout le monde dessinait c'est ça. Astro Boy, quoi. Quand on prend la rose de Versailles, c'est pareil. Voilà, c'est générationnel, c'est le temps que on a ça aussi, là on parle du manga, mais on a ça aussi dans l'animation, hein. Mmh. Combien d'animes ont les mêmes graphismes
Et quand Ouais. on a un qui sort un peu du lot, alors soit ça passe, soit ça casse, mais des fois tu es Mmh. là, tu fais: «Ah, pas mal!» Bah, je prends, l'animé, La Mononoke. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accroché à cause du style et d'autres qui ont adoré grâce au style. Ouais, bah, Mais voilà. parce que Bah, après justement, c'est complètement à part, en fait. C'est vraiment une type d'animation, de colorisation très particulière. Même pareil, je sais que par exemple, avec les Gutanabe, on voit qu'ils jouent beaucoup avec l'ancrage pour apporter ce côté sombre. Bah, ça aussi, c'est important pareil, ou de très peu utiliser les trames et de tout faire avec uniquement de l'encre. Bah, ça joue aussi pas mal sur le ressenti. Ah oui, Mmh. sur et les ben Kamimura, c'est flagrant. Mmh. Heu, Et le je choix des ouais, outils et tout, ça dégage quelque chose. Mais moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est justement en dehors de la qualité ou de la singularité du dessin. Quand je dis singularité, c'est arriver à s'extraire un peu des dessins, qu'on peut voir un peu dans pas mal de mangas mainstream. Et c'est à quel moment moi, ce qui va vraiment me toucher, c'est quand le style de dessin est à la fois singulier, mais aussi correspond à l'émotion ou à l'histoire que l'auteur écrit. Et sur Gutanabe, pour moi, ça match très bien. Bah, Et dans ce justement, je te rejoins, un peu sur ça, parce que moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas tant le dessin en lui-même qui est important. Je trouve que un dessin n'est pas obligé d'être forcément beau, mais le but, c'est plutôt de voir qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire et à la narration juste. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, l'Ère des cristaux, on sait tous que c'est un dessin assez particulier, mais je trouve qu'il se Ouais. colle super bien avec l'ambiance du titre et surtout l'auteur a réussi à faire des mouvements mais impressionnants des personnages, je trouve. Ouais, ouais. de fou. Après, moi, je pense aussi que par rapport à ce que vous dites, du coup, je pense que vous rejoignez dans une chose. Au final, ce qui compte, et c'est un peu ça le style. C'est pas le fond des dessins, c'est-à-dire comment on va gratter, mais la forme. Comment on a réfléchi ces cases, comment on a réfléchi ces planches, comment on a réfléchi son œuvre. Par exemple, je vais prendre un exemple qui parle sûrement à tout le monde. Dragon Ball, par exemple, on va parler plutôt de Dragon Ball Z parce que pour moi, Dragon Ball, c'est encore différent. Dragon Ball Z, aujourd'hui, pourquoi, s'il sortait aujourd'hui, pour moi, il serait autant lu, c'est pas forcément par rapport à son dessin, même s'il est maîtrisé, mais c'est par rapport à son découpage. Le fait que quand on lit un Dragon Ball, on regarde un animé en fait, c'est-à-dire que les planches se suivent, l'action se fait super bien et sert le récit. Et je pense que c'est ça dans beaucoup d'œuvres qui ont fait qu'on a trouvé des œuvres très réussies malgré des dessins qui parfois étaient quand même assez limites. C'est que je pense que le fond, la forme, je veux dire, comment travaillait le récit, comment travaillait ses planches. Alors ça peut être des trames, ça peut être l'utilisation du noir et du blanc, ça peut être l'utilisation d'une planche, c'est-à-dire que des fois il y a des mangaka qui ont réfléchi à en fait, un manga, c'est quoi? C'est des pages, il y a un recto et un verso. Les rectos, on a donc la droite d'un côté et la gauche, et puis après on tourne la page. Et on va mettre un élément du récit dans la page d'après, ce qui va permettre de Mmh. surprendre le lecteur, alors que d'habitude, si c'était dans les 2 planches centrales, on ne serait pas surpris parce qu'on le verrait déjà. Donc je pense que c'est la forme et c'est ça qui fait le grand style de certains auteurs et qui fait qu'on se souvient de ces auteurs au-delà du scénario. C'est que justement, il va utiliser la forme de son œuvre et son média aussi, le fait que ce soit un manga, pas un livre, pas une BD, pas et cetera, pas un film, pour justement servir sa narration et servir son dessin aussi. Et Ouais, Et c'est ce qui franchement, fait le comment qu'on a découpage des aimé, cases est super important, ouais. c'est ça qui fait qu'on a aimé des œuvres qui pourtant, soit l'histoire, soit le dessin nous plaisaient pas forcément, mais par rapport à la forme il ou elle a mis dedans on a adoré. Alors pourtant, le récit ou le dessin nous touchait pas du tout, et quoi. bah, justement sur ce propos, moi ça me fait penser que, du coup, on peut accrocher, du moment que l'histoire entre guillemets «tient la route», on peut s'accrocher même si on n'est pas fan des graphismes. Par contre, je suis pas sûre que l'inverse soit vrai. Si les graphismes sont excellents mais que l'histoire c'est bateau, c'est pas intéressant, bah, on va pas forcément regarder quoi, ou sinon on va mettre Mmh. ça, en fond histoire de, parce qu'il y a rien d'autre. 100 Petit tac d'accord la et Fairy Tail, même des fois, c'est un peu un gratuit. radar. Des fois, quand je vois des dessins trop léchés, trop bien faits, super beaux, mais un peu vus partout, j'ai même pas envie de savoir si l'histoire elle est bien, parce que ça me fait un peu peur par rapport à l'œuvre, quoi. Mmh. Mais c'est clair que dans un sens, ça peut marcher. Si les dessins sont déstabilisants, mais que tout fonctionne bien, on peut finir par adorer les dessins et ça devient la seule réalité possible pour ce manga et tout marche. Mais avec des dessins juste super beaux, mais rien d'autre, pas d'agencement des cases, pas de gestion de l'histoire et tout, ça fonctionne plus du tout, quoi. Mmh. Je Bah, pense qu'il faut pas, avoir une seule règle parce qu'en fait je vais donner un exemple bateau, mais je reprends l'exemple de Dragon Ball ou de beaucoup de shonen qu'on a lu quand on était jeune.
C'est des combats qui s'enchaînent. Des fois, je vais donner l'exemple de Kyo, par exemple. En fait, au final, c'est des combats, des combats, des combats et c'est pas forcément le scénario est pas super intéressant. On a lu ça 100 fois et pourtant, il y en a certains où le dessin va tellement, être léché et va tellement être sympa qu'au final, même si l'histoire, ne nous on trouve pas ça extraordinaire, on va se laisser porter par le dessin juste. Je pense que ça dépend. Je pense qu'on Alors a tous une ouais, œuvre comme ça. mais là quand même, tu as choisi, le shonen de combat. J'ai envie de dire, quand tu ouvres un Dragon Ball, un Baki ou un truc dans ce genre-là, tu regardes un peu pour les graphismes, mais honnêtement, tu as juste envie de voir des patates aller dans des teutés, tu vois? Et tu le sais quand tu l'ouvres, tu vois? Alors que sur d'autres œuvres, bon, tu sais Mmh. moyennement pas trop quoi, ça dépend. Ça, bah, je vais prendre un exemple tout bête, c'est par exemple, je sais que moi il y a des shoujo, le style m'attire pas, le scénario va plus ou moins m'attirer. Bah, j'ai quand même essayé de lire, mais si je vois que le scénario est tout aussi bancal que le style de dessin qui est générique, je vais pas continuer à lire parce qu'en fait, Mmh. bah, il y a des trucs comme ça va reprendre souvent les mêmes codes. On en revient à ces codes-là, hein. Mais par exemple, je vais prendre pour Erio, par exemple, Erio The Electric Doll, le dessin est très beau, le Mmh. scénario sur le papier a l'air très sympa. J'ai acheté le tome 1 à sa sortie, j'ai toujours pas acheté le tome 2 parce que c'est clairement pas une priorité et pourtant je trouve le dessin magnifique. Et en fait, Après juste que le scénario pour moi, bah, l'univers est sympa, mais le scénario pour dans le tome 1, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui m'intéressait à me dire: «Je veux absolument acheter les tomes à leur sortie» et du coup, ben, même si le titre peut être très beau, si le scénario suit pas derrière, je trouve que ça vaut pas forcément le coup, en fait, parce que dans ce cas, si le style est très beau, bah, on achète des artbooks. alors, je dirais comment? J'apporterai une petite nuance dans le sens où, comme je disais avant, tout ce qui est, Baki, DBZ, on sait où on va. Je veux dire, tu l'ouvres, bon, tu sais que ça va se casser. Je pense qu'il y a certains mangas, justement, qui respectent les codes, machin et en vrai, ça peut être plaisant. Je veux dire, celui qui aime bien le policier, bah, alors là, il y en a des flopés, celui qui aime bien shonen comment? Mmh. Des fois, même si tu lis grosso modo la même chose, ça ça peut aussi plaire, et là-dessus, je ferai le parallèle avec la saison arrive d'ailleurs, les fameux films de Noël, les bons nanars. On le sait, on le sait que le monsieur rencontré 5 minutes après le début, c'est qu'ils vont finir ensemble d'une façon complètement nulle et que, oh là là, plot twist, ils vont se faire la gueule pendant 3 secondes et je pense C'est que vrai que c'est ça peut être ça. rassurant des fois, mais peut-être pas toute l'année. Non, mais De comment? temps On en temps, peut mais ouais. voilà, on a tous des périodes. Il y en a qui vont avoir leur période vampire, alors ils vont lire tout ce qu'il y a de vampires. À un moment, ça va être, les morts vivants. Dernièrement, c'était les isekai. Coucou, je suis un Oui. distributeur automatique. Oui, je veux dire, on en est là, quoi. Coucou, je suis un gamin, je réincarne dans un nouveau monde et waouh, je suis puissant. OK, oui, oui. Coucou, je me réincarne, j'étais sur un lit d'hôpital et maintenant je suis dans un jeu vidéo. Oui, bon, on a compris. Non, mais c'est que d'un côté, oui, ça peut saouler parce que comme tout et d'un autre côté, pour celui qui est dans sa période et que ça lui plaît bien et ben, il a un milliard de trucs à lire, en fait. Bah, oui, c'est clair, hein. Après, bon, dans tous les cas, il y a pas de jugement, il en faut pour tout le monde. Ah non, non, mais c'est que justement, en fait, il y en a pour tous les goûts et en plus, vu que la gamme de mangas, plus les années passent, plus les sorties, les maisons d'édition, tout prend des proportions, énormes et bah, du coup, ça fait aussi que ce qui passe les frontières, des fois, c'est des trucs un peu moins conventionnels et ça, c'est cool. Même si des fois, il y a des trucs, on les regarde de travers, on est là en mode: «Sérieusement?» mais bon, ça fait un peu rigoler, donc ça va. Et est-ce que votre goût, il a déjà changé, en lisant? Genre que vous trouviez des dessins, même pas déstabilisants, mais juste pas beaux, que ça vous chauffe pas et qu'il y ait par exemple un pote qui insiste, vous lisez et au final vous adorez, la patte de l'auteur? Alors, Eh j'irai bah, pas jusqu'à adorer, mais plutôt, que ça me choque plus autant, m'habituer et commencer à apprécier la chose. Par exemple, les Clamp, au tout début que j'ai commencé à les lire, j'avais du mal. ah, j'y arrive pas moi, j'ai essayé. Mais Il y a maintenant, quelqu'un qui peut aujourd'hui, bah, m'expliquer ce j'aime que c'est bien. que les clans? Les Parce que Clamp, les c'est clans, je un vois plein d'éditions dans tous les sens et tout, je les vois passer, mais en fait, je sais pas du tout. c'est un collectif de mangaka. Donc en fait, c'est pour ça que, par exemple, d'un manga à l'autre, tu as la patte graphique qui va changer un petit peu et aussi la raison pour laquelle, des fois, au niveau du scénario, tu peux avoir aussi quelques différences de façon dont c'est narré. Parce que c'est pas les mêmes filles qui vont être enfin les mêmes femmes, même maintenant aujourd'hui, qui vont être, au scénario ou, au dessin ou au storyboard suivant les œuvres. C'est pas justement les 3/4, c'est Modoki qui était au graphisme, pas elle qui justement grattait tout et après c'est les autres, du collectif qui étaient scénaristes?
Parce que je crois pas avoir vu d'œuvre où c'était d'autres dessinatrices pour Bah, le je sais qu'il y a certaines œuvres où on voit que le style est pas 100 le même, parce oui. qu'en fait, bah, c'est pas je sais plus si c'est au niveau du chara-design, au niveau du design des personnages, ou si c'est au niveau du dessin où ça peut changer sur certaines œuvres, mais c'est surtout sur les anciennes œuvres. Ouais. Mais, ça, c'est des trucs que je te dis que j'ai recherché, c'était il y a une dizaine d'années, donc c'était peut-être j'ai pas recherché récemment de si c'était vrai ou pas aussi. Donc peut-être qu'à l'époque, c'est peut-être des trucs qui avaient été, mal traduits ou qu'entre temps, moi, mes souvenirs sont modifiés de ce que j'avais lu il y a une dizaine d'années aussi, hein. C'est possible. Ma mémoire n'est pas infaillible. Donc peut-être que je me trompe. Mais, je sais qu'en tout cas, c'est un collectif, ça c'est sûr. C'est plusieurs Oui. personnes et voilà et elles ont ce qu'on appelle le Clampverse, grosso modo, où, il y a des, histoires qui vont se recouper entre elles. Notamment le croisement le plus connu, je pense que c'est vraiment, Holic et Tsubasa Reservoir Chronicles. Avec 4 Captor Sakura, découlant de ça, vu qu'on reprend les Mmh, personnages dans voilà et ou par exemple dans, Tsubasa Reservoir Chronicles, sans trop spoiler, hein, il se balade dans plusieurs mondes différents. C'est les mondes des autres mangas de Clamp et on va voir, des fins alternatives ou des événements alternatifs aux œuvres qu'on connaît déjà des trucs qui sont Mais je déjà savais pas que ça sortis. faisait partie du game, de Clamp, Tsubasa. Bah, si, bah, Tsubasa Reservoir Chronicles, pas Captain Tsubasa le foot. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris et c'est les petites jaquettes vertes, c'est ça? Mmh. Les jaquettes vertes foncées un peu émeraude ou un truc dans le genre? Ouais, c'est ça. Après, elles OK, ont un style, Clamp qui sont, assez particuliers, qui se rapprochent un peu, je trouve, dans le côté, si on enlève le néogothique de Kaori Yuki, donc cette époque-là en Mmh. termes de shoujo notamment, où en fait c'est des œuvres shoujo qui ont commencé bon, il y avait déjà avant avec Rumiko Takahashi et cetera, mais disons dans le assez récent, dans les années 90-2000, à attirer un public, d'hommes au final, à lire des shoujo parce qu'elles avaient des sujets qui étaient assez différents. Alors bon, Kaori Yuki, elle, c'est particulier parce qu'elle, c'était dans le gothique totalement, le néo-gothique et Clamp en fait, elles ont fait tellement d'histoires différentes avec des styles différents qu'en fait ça a été un ovni en fait, dans le manga Clamp. On en parle beaucoup moins Mmh. aujourd'hui alors qu'elles ont apporté, des choses qui sont incroyables dans le manga et pour le coup, si on parle de style graphique, c'est vrai que moi, je voulais en parler au début. C'est vrai que si on parle de style graphique, clairement, c'est Clamp qui me vient en tête parce qu'elles ont leur propre style à elles qui paraît être un foutoir quand on commence leurs œuvres. Pas toutes, mais beaucoup. Même si on compare, par exemple, l'animé qu'on a regardé quand on était petit de Cardcaptor Sakura et le manga, c'est un bazar, en fait, dans leur manga parce qu'ils mettent beaucoup de détails, beaucoup de choses différentes et c'est un style graphique où justement on va lire, du Clamp, on va les reconnaître. Bah, c'est par exemple celle qui était au chara-design de Code Geass pour les personnages, ça se voit, J'étais même pas au voilà. courant ça, pour le coup. Bah, voilà, mais c'est tout, je me dis: «Mais moi le style, il me dit un truc des personnages et tout, mais Ouais, sans ouais. trop non plus» et en fait, quand j'ai vu que c'était les Clamp, j'ai fait: «Bah, ouais, c'est pour ça, en fait. C'est les codes des Clamp. Les longues jambes, les nez un peu aquilins, les visages fins». Je fais: «Bah, oui, en fait, voilà». Et puis le protagoniste ressemble un peu à Kamui de X, Oui, concrètement. mais même les autres personnages, hein, on voit qu'il y a quand même la patte Clamp derrière et pareil, quand on voit d'autres trucs qu'elles ont participé au Chara Design aussi, bah, oui, effectivement, il y a Mmh. ça, quoi. Mais je me demande si OK. ça avait pas été un style aussi cryptique, par exemple les Clamp ou même Kawayuki ou ce genre de style assez entre guillemets, hein, très grand, guillemets «bordélique», si ça avait pas été, ce genre de dessin, comment auraient été les récits? Parce que justement ce côté cryptique de leurs récits, parce qu'il faut avouer quand même que les 3/4 de leurs œuvres, quand on lit le manga, c'est quand même très cryptique. La plupart on comprend pas la fin si on a une, si on a la chance d'en avoir une. Par exemple X, on n'a jamais eu la fin et mais justement, je me demande si, on n'aurait pas vu leur manga différemment si elles avaient pas mis leur style dedans, au niveau du scénario, je veux dire. Bah, c'est là où c'est le genre d'œuvre où je trouve que, bah, le style colle bien au scénario. En Ouais, fait, où ça va bien ensemble, ça fait un bon totalement. micmac, sympa. Mmh, je suis totalement d'accord. Ou si mettons par exemple, si sur ce genre d'œuvre, on avait eu, le style de Harina Tanemura qui a fait Princess Sakura ou Gentleman Alliance Cross, je suis pas sûre que ça aurait bien collé. Ouais, Ça aurait c'est pas eu le même rendu. ah, c'est vrai que Gentleman Alien Cross, alors je les ai pas lus, mais c'est vrai que je les connais depuis longtemps. L'œuvre et c'est vrai que c'est un shoujo qui m'a toujours paru, un parmi d'autres, quoi. Parce que le Ah, en style vrai, qu'il c'est avait dans sympa comme ses série. œuvres, ouais, mais au niveau du style, je trouve qu'elle a enfin, de ce que j'avais pu feuilleter et tout, même les couvertures que je trouvais jolies, mais elles me donnaient pas envie de le lire parce que je disais: «Bon, bah, c'est un parmi d'autres». C'est ancré dans l'époque, je trouve. Au Oui, niveau du style, totalement, c'est ouais. vraiment on avec le style, on sait à quelle période, ben, Harina Tanemura a commencé à dessiner. Oui, puis tu as eu ce style entre Fruit Basket, Five, des Mmh. des styles comme ça où c'était un peu le harem, pour les femmes avec plein de mecs
Que ce soit le style graphique, le dessin ou le scénario, ça se rejoignait quand même vachement, quoi. Moi, ce qui m'avait le plus étonné, par exemple, c'était, alors c'est pas forcément des shoujo, mais, dans Love Hina par rapport à Suzuka, par exemple. Suzuka, je l'avais acheté parce qu'en vrai, j'avais lu le tome 1 et c'était, quasiment la même chose que le tome 1 de Love Hina, quoi. Oui, Mais le style, par contre, était quand même assez différent. Le il est assez style de différent, ouais. de Akamatsu est assez, on va dire, classique, même s'il apporte sa patte, alors que Suzuka, va avoir un style peut-être plus shonen dans son dessin, je dirais. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est plus shonen quand même, même on voit dans les autres mangas, de l'auteur aussi. Et puis moins C'est rigolo. que En fait, Lovina, ils vont prendre le côté gag manga, on va dire entre guillemets, de lui qui se fait toujours mmh, défoncer la tête, alors que Suzuka, ça va être un petit peu plus sérieux dans le truc, même si on a bah, toujours ce même c'est côté quoi? harem. Autumn Where You Live, je crois l'autre série de l'auteur Oui, qui est introuvable. aussi où j'ai eu l'occasion d'avoir une fois le tome 1 entre mes mains, c'est tout. Où c'est pareil, ben, ça fait un peu en fait, ça fait, shoujo pour les jeunes garçons par rapport au style, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment un style shonen pour que les hommes aillent vers les histoires de romance. Ouais. Oui, bah, Alors que, ben, on clairement, prend Bloom qui est un shonen aujourd'hui, bah, ça fait un style de shoujo, mais c'est un shonen. Enfin, ça peut prépublié dans un magazine shonen. ce qui est assez marrant parce que, bah, du coup, je les ai lus. Moi, j'ai bon, bah, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais par rapport à mon ressenti, mais c'est vrai que, du coup, moi, ça m'a toujours étonné quand on m'a dit que c'était un shonen, quoi. Je à part le fait que ce soit dans un magazine shonen, pour moi, ça Mmh, a tous les codes d'un shonen. Mais et encore que, parce qu'il y a pas de harem, il y a pas de c'est une histoire d'amour, donc est-ce qu'une histoire d'amour est forcément shoujo? Là encore, c'est une question c'est un autre qui débat. Un débat sans fin que personne n'a jamais terminé. oui, bon après, est-ce Ouais. que ça a de l'intérêt en soi, à part, des conflits, bon. Là, on revient sur le débat, des cartouches aux couleurs, des genres, en France, sur les dos, genre Glénat qui a dit: «On enlève toutes les couleurs de genre sur nos cartouches». Oui, Ouais, mais enfin, là, Glénat et leurs cartouches, ouais, hein. ils ont fait pas C'est mal un de autre choses là, débat. les derniers, ouais, ouais. Mais bon bref. Ils ont pas encore compris que des fois, c'est bon, on a compris que c'est eux qui l'ont fait, respirer, quoi. Après, ça a l'air de marcher, hein, ça reste une grosse maison d'édition. Ah, c'est justement parce qu'ils sont gros, mais purée. Tu sais, on en a Oui. dans la vraie vie aussi, hein, des gens ou des patrons, ils sont là: «Eh gné, coucou, je suis là». «Oui, c'est bon, on sait, oui, Ouais, oui, c'est un peu oui, l'hiver touche, ça m'a fait voilà, dire ça, ouais. c'est bien, cartouche vert là, vert sur Là, des quand vous avez belles parlé éditions premium, bleh». quand vous avez parlé d'histoire d'amour sur les shonen, j'ai pensé de suite à Bakuman. Au final, c'est pas qu'une histoire d'amour, mais en Mmh, France, c'est quand même beaucoup ça. Et c'est très mignon et oui, pourtant, c'est un shonen, hein. ouais. Alors que Oui, la mais tu vois fin, Ouais, mais c'est presque uniquement basé sur ça. Il y a tout, toute la motivation vient de leur amour. ouais, mais tu peut-être un peu le côté, je sais plus si c'est le bon terme ou pas que je vais utiliser, donc je prends avec des pincettes, le côté neketsu des shonen, où c'est beaucoup du, oui, try and retry. En fait, c'est, bah, ils se sont loupés, ils deviennent plus forts, ils réessayent, ça fonctionne. Nouveau ennemi, ils se loupent, ils s'entraînent, ça refonctionne. Donc tu as un peu ce Donc côté-là c'est quand de même, l'amour shonenesque. Shonenesque. c'est c'est un peu ça en fait, le côté, qu'on retrouve même outre, dans le côté romance aussi, côté bah, avec leurs mangas tout ça, où il y a un peu ça, côté des rivaux et cetera. Donc je pense que peut-être pour mais tu vois, par exemple, je me dis Bakuman, malgré le duo qu'il y a derrière, la romance dans un magazine shoujo, bah, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné en vrai, à destination d'un public féminin. bah, au final, tu as raison parce qu'en fait, quand on voit par exemple, je prends un shonen, on va dire, historique qui est Fly. Dai, la quête de Dai, bah, au final, lui et la princesse, il y a toujours un amour. La différence, c'est que dans les shonen traditionnels qu'on voit, c'est t'es amoureux sans être amoureux, donc on sait pas forcément, ça avance pas forcément shonen, ça avance pas, on sait pas si vraiment il y a un truc. Et là, dans Bakuman, effectivement, il va y avoir ce côté amour où là, on y est, on est amoureux, ça reste pudique à la japonaise, mais on y est, c'est de l'amour, c'est ça qui va te motiver. Mais justement, ça reste une motivation et c'est pas le scénario en soi. Le scénario en soi, c'est deux mecs qui veulent avoir le truc. Et je pense que c'est ça qui en fait un shonen peut-être plus que Bloom, où concrètement, c'est leur histoire d'amour qui est au centre du truc. Enfin, en tout cas, là où j'en suis, hein, il y a rien d'autre au final. Tout le reste, c'est un peu à côté, quoi. Comme Danger in My Heart aussi, d'ailleurs, où c'est un peu l'amour, comment ils vont, machin, qui est au centre. Et pourtant, c'est aussi un shonen aujourd'hui, je crois, dans Johnny in My Heart. Donc bon, je sais pas trop au niveau des codes. Je pense que le problème, c'est qu'on a trop pensé qu'un shonen, c'était forcément neketsu, alors que pas forcément. Et c'est peut-être ça qui fait les choses. Là, Eh je suis en train de me ben, dire, il y a vas-y, vas-y. oui. Il y a beaucoup de shonen, en fait, on voit qu'ils tournent, en seinen, que ce soit côté scénario, même côté style de dessin. Où on voit que le style de dessin, il va devenir, beaucoup plus, sombre et au Ouais, niveau c'est du vrai. scénario, avoir des trucs beaucoup plus, sombres ou entre guillemets «adultes» où il y avoir un
va y avoir de la politique ou autre derrière, outre le Negetsu, et je trouve que ces dernières années, ça évolue pas mal dans ce sens-là, et je trouve ça sympa. Bah, c'est ouf de se dire que Death Note, si je vous dites si je me trompe, hein, c'est un shonen, alors qu'en vrai, derrière, tout le monde a toujours pensé ça a une essence de seinen, quoi, au final. Et il y a des Mmh. seinen, on s'est dit, ça a quand même des essences de shonen. Donc, je sais pas trop comment, à part dire que c'est parce que c'est dans un magazine, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui veulent absolument machin, ils disent, bah, c'est parce que c'est dans le magazine. Parce qu'en vrai, si tu vas au fond des arguments, on comprend pas forcément qu'est-ce qui fait la catégorisation à part celle qu'on a par essence, quoi. Ouais, mais c'est sûr que c'est très subjectif, hein. Et même c'est subjectif en fonction des cultures. Peut-être qu'en France, on n'aura pas la même manière de recevoir une œuvre qu'au Japon. Je crois qu'il y avait des récits qui étaient destinés plus, aux enfants, là-bas et qui en fait, sont dans notre société, c'est beaucoup plus ado, voire, adulte et inversement. Donc c'est très, très subjectif. Non, Ouais, non, bien ouais, sûr, ça dépend faut bien des le sentir. cultures. Nous, ce qui est généralement, nous, c'est un peu plus, on va dire, simple que là-bas. C'est-à-dire que si tu as un nichon, si tu as quelqu'un qui meurt, on voit trop de sens, ça va directement être pour adulte. En fait, ça va être par rapport à ce truc-là en Occident qui fait que tu vas avoir un truc pour adulte ou pas, je pense. Ou certaines catégories parce que ça va avoir des sujets qui sont très sensibles. Mmh. C'est comme je vois avec, Renard Doré, qui met des trucs, pour, catégorie entre guillemets «lecture pour enfants». Alors que, ben, certes, le style de dessin effectivement est très chou, absolument adorable, et qu'en fait, tu as plusieurs niveaux de lecture. C'est que premier niveau de lecture en lecture d'enfant, bon, il y a pas de problème. Nous, en tant qu'adultes, on lit ça, on déprime après derrière. Bah, On Oui, tu est vois, mais pas ça bien. ça, me c'est Ou pas fait un même problème parce que comment? On a la même chose dans le film d'animation et c'est Oui, pas voilà, c'est pas dérangeant. c'est Enfin, ça va vraiment pas voilà trop mal que gamin, quoi et je peux te dire, quand non, tu es gamin et que tu lis les contes de Grimm, oui. niveau trauma, tu te places mieux, quoi. Oui, mais ouais, c'était vraiment dans le sens où, bah, des fois, le style de dessin va être, très, très simple. Cocon, Oui, qu'on a lu, hein, style de justement, dessin je très sortais la simple, page, exprès. très épuré. Ouais. Le récit, il ça fait une déconnexion par rapport à ce qu'il racontait, et aussi le dessin très doux qui est assez impressionnant. Bah, je pense que c'est ça qui rend le propos plus percutant, en fait. Mmh. Plus tu es pur et plus quand tu sors des trucs horribles, ça Bah, c'est marque, encore quoi. plus choquant, quoi, Alors ça marque encore plus de fou. Puis là, alors que quand tu as des ça sert le Mmh. propos parce que justement, c'est le fait elle va dans un monde enfantin pour oublier la réalité qui est horrible, quoi. Là, mmh. c'est encore pour moi limite autre chose en fait. C'est même pas que. Alors, je pense qu'il y a une double truc, hein, on en avait parlé, c'est effectivement, il y a ce côté-là de c'est enfantin, puis bim, t'as tout dans la tête, et d'un autre côté, bah oui, mais parce que intra-genèse, dans le récit, bah elle va dans un truc enfantin pour oublier les trucs horribles. Et ben justement, moi, ce qu'on peut trouver aussi intéressant, c'est que le même propos, pour servir le même type de propos, les auteurs vont s'y prendre différemment. Soit tu vas avoir des traits épurés, enfin, comme Cocon, où justement, l'héroïne se réfugie dans ce monde-là. Et tu vas avoir, entre guillemets, des trucs plus trash comme, je n'ai plus le nom exact, Pumpkins, je sais pas quoi là, le Bah, machin qui a fait beaucoup de ok. bruit. Voilà, ça, moi j'aime pas mal aussi les Junji Ito, où vraiment, bon là, ils en font des caisses et des kilos-caisses, mais bon, c'est et ça a pas le même effet. Alors, Bah, c'est pas tout à fait le même propos, mais dans l'idée, en fait, de dire que si on part sur le thème de l'horreur, heu et ben, on n'est pas obligé d'avoir des noirs profonds et du sang partout pour que ça traumatise, quoi. Bah, pour le côté enfantin qu'on regardait quand on était petit ou que pas mal de gens regardaient quand ils étaient petits, alors que pourtant le propos est sûrement un des pires trucs que j'ai lu, c'est Rémi sans famille, hein. Enfin, vu c'est Mmh. très enfantin, c'est tout mignon, regardez ça quand j'étais petit, machin, et puis bon, bah, au final, je crois que c'est un des pires récits que j'ai vu. Tout le monde Ouais. meurt, atrocement, et puis à la fin, c'est ah, trop mignon, ou Gigi, ou à la fin, elle se fait écraser par un camion, quoi. Enfin, tu fais Ah c'est oui, des non mais trucs, ça c'est c'est des trucs où en fait, ils te mettaient des trucs pour enfants, donc ça rejoint un petit peu l'idée mmh. des contes de Grimm, quoi, mais c'est des trucs où c'est totalement hors de propos parce qu'à l'âge où tu regardes Rémi sans famille et autres, t'es pas prompt à comprendre autre chose que mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est Mmh gratuit. et comment bah, moi, j'en profiterai pour faire une petite transition vu que justement on parle de style graphique, tout ça. On a un peu un truc qui se passe depuis, je sais pas, depuis peut-être, 1 an, 2 ans, je trouve que c'est plutôt récent. En ce moment en France, on a des œuvres, d'auteurs, genre leurs premières œuvres qui sont en train de sortir là en ce moment. Je prends l'exemple de La Femme Serpent de Kazuo Umezu. C'est une de ses premières œuvres, donc il l'a sortie en 1986, un truc comme ça. Et je trouve que c'est le genre d'œuvre, comment? C'est des anciens
je vais dire graphisme, mais on se comprend. C'est un ancien graphisme, mais je trouve que ça n'a pas vieilli et c'est même rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on par rapport, aux codes «normaux» entre guillemets qu'on a, actuellement, en matière de qualité de dessin. Enfin de graphisme lissé, enfin je sais pas si vous comprenez le propos l'idée. Dans Après, le faut sens pas un peu oublier plus, que brouillon et moins lisse, qu'aujourd'hui, tu dis? Oui voilà, c'est ça. Alors c'est peut-être brouillon, lié aussi à la culture, hein, c'est de plus comment ils typé années 2000, tu vois? Mmh. Enfin, visuellement. Quand tu l'ouvres, tu vois bien que c'est pas, aujourd'hui, bah, comme je parlais des écailles, les machins tout lisses, les cheveux super longs, machin, tu vois bien que c'est typé, avec des yeux gigantesques, typé années 2000 quoi. Et pourtant, je trouve que c'est des graphismes qui n'ont pas si tant vieilli et qui passent encore bien pour des œuvres qui, en France, sortent qu'aujourd'hui. Prenez le temps, hein, de digérer l'information, ça Ouais, va mais aller. c'est un peu comme on parlait tout à l'heure, de Gan no Pianus slash, Gen d'Hiroshima où on voit le style qui est très ancré dans l'époque aussi, mais qui aujourd'hui, Mmh. bah, il est toujours aussi efficace. pour nous. Après, c'est toujours la question, c'est Oui, pour nous parce que nous, on est dans une niche de la niche, donc on est 200 à peu près en France, si on catégorise, mais en vrai, est-ce que pour le tout public, c'est vraiment le cas? Je pense oui, c'est aussi vrai qu'il y qu'au a niveau mainstream, c'est pas fou. une Et différence justement, sur comment aussi tu dessinais plus vite, tu te taisais quoi et tu disais rien. Aujourd'hui, bah, les auteurs, ils acceptent de dire qu'ils sont lessivés, mmh. et donc du coup, le dessin, ça va forcément avoir un impact. Alors c'est difficile d'avoir une idée là-dessus. J'ai du mal à me dire, est-ce qu'ils allaient plus vite ou moins vite à l'époque? Parce que si on voit par exemple le Sanpei Shirato, qui, dessinait à la minute 3000 dessins sur une caisse de pommes alors qu'il y avait l'eau qui montait chez lui, bon, heu par rapport à aujourd'hui, voilà, mais bon, le style n'était pas le même non plus, on n'avait pas les mêmes exigences. C'est peut-être aussi qui fait que c'est plus léché, c'est qu'en fait, ils prenaient le temps, ils savaient ce qu'ils voulaient mettre dessus et tu avais beaucoup moins de code, c'était moins codifié que maintenant, alors qu'aujourd'hui, les jeunes Mmh. auteurs, s'ils veulent réussir, ils doivent rentrer dans un code, ce qui est beaucoup plus difficile peut-être. Je sais pas. Bah, ils doivent rentrer dans un cadre, mais en même temps, ils doivent pouvoir s'en détacher pour dire: «Coucou, je suis là et je suis pas, un numéro en plus sur la liste», Bah, c'est ça, Je hein. trouve que Comme je disais tout à l'heure, au début, ils ont tous plus ou moins les mêmes codes et au fur et à mesure que leur série, prend plus d'ampleur, qu'ils font le plus de tomes et plus de nouvelles séries de façon globale, bah, on a de plus en plus leur propre style qui apparaît. en vrai, je sais pas. Pour le coup, au niveau des shonen Neketsu, si on parle de ça, en vrai, je suis pas sûr parce que à part, tuer de plus en plus de monde, au fur et à mesure qu'on évolue dans le dans le shonen Neketsu. Quand tu vois par exemple Jujutsu Kaisen par rapport à même un Naruto avant quoi, avant mais ça rejoint un peu les films depuis qu'il y a eu Game of Thrones et Walking Dead quoi. C'est qu'avant tu avais une mort marquante, tu étais là: «Wouah purée, machin» et Oui, c'est aujourd'hui vrai. c'est bon, Oui, c'est le 50e, bon voilà. À part ça, je sais pas si le style a vraiment alors pas le style justement, le dessin peut-être et l'histoire. Alors, tu as une histoire différente, tu vois? Pirate, ninja, je sais plus ce que c'est Jujutsu Kaisen des exorcistes. Bon, voilà, à chaque fois ils vont te donner un nom différent, mais au final, est-ce que justement ça évolue quand même pas de la même façon? T'as un mec qui arrive, t'as un tuteur qui va lui apprendre des trucs, puis après il va évoluer, il va être face à un adversaire qui va tuer un de ses sensei, et puis qui nana, et au final c'est un rapport de force qui va évoluer jusqu'à temps qu'il y ait un éclat, et puis voilà quoi. Donc je sais pas si à tant évolué que ça. En tout cas, moi je parle de ce qui marche dans le shonen Neketsu et dans le jump. Voilà, quand on voit oui. Kagurabashi, par rapport au reste, est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce que c'est vraiment un changement? Je l'ai pas encore lu, moi j'achète et j'attends d'avoir un certain nombre de tomes pour les lire, mais de ce que j'ai entendu et même ce que disent les lecteurs japonais, en soi, il n'y a pas grand changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est ce que bah, plutôt des Français lui reprochent, c'est que justement, enfin, en tout cas des Occidentaux, c'est que justement, bah, il n'y a pas grande différence par rapport à avant. Au final, on Mmh. aperçoit quasiment les mêmes codes, même si on change deux, trois trucs. Oui, voilà, le personnage principal est quand même encore une fois orphelin, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un ou un des deux parents. Allez, Voilà. Alors, on si va je le peux me faire. permettre, Disney a fait la même avant les mangas. Oui, non, mais ouais, bah, c'est la même chose qui est reproché à Disney, hein. Disney, quand un des personnages, il reste au moins un C'est pour des ça. parents, on est là en mode: «Mon Dieu, le personnage principal a des parents». Ouais. Mon Dieu, il en a 2. Alors, pour réponse, c'est: «Mon Dieu, en fait, c'est pas une orpheline, elle a des parents vivants!» Ouais, voilà le climax. Non, mais voilà, donc je sais pas si en vrai aujourd'hui on peut dire que, en tout cas au niveau du shonen Neketsu, parce que je trouve que le shonen a toujours été, et depuis le début, beaucoup plus libre. On va Mmh. beaucoup moins t'embêter au niveau des codes, parce que je pense aussi que le public, c'est des gens qui vont accepter plus de choses.
comme dirait Pascal Laffine, ce sont des élus qui ont déjà évolué. Mais alors que les jeunes ados, etc., bon, ils veulent de la baston, ils veulent du machin, ils veulent un peu d'érotisme si possible, si ça passe. Mais voilà, ils vont vouloir à peu près la même chose dans le jump. Au final, dans le jump, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis Hunter x Hunter, Naruto, ou même avant DBZ, quoi. Ok, bon, bah, je crois qu'on a pas mal débattu. 1 heure, donc ça a fait parler. On a peut-être même un peu changé de sujet à certains moments, mais c'est aussi ça qui est bien. Et en tout cas, comme moi, j'aime bien. Et on peut basculer, si vous êtes d'accord, sur les présentations d'œuvres. Et bah, c'est parti! Ok, Saki, est-ce que tu es encore non loin de ton téléphone? Oui, Ouais. Est-ce que t'es motivé de commencer? Donc, pour rappel, on va avoir 3 présentations. On va avoir Saki qui va nous présenter La plus belle couleur du monde de Goro Zao. Il va y avoir moi-même qui vais présenter No Manga No Life de Minetaro Mochizuki. Et enfin Marsu qui nous présentera Geriko de Takao Hara. Saki, je t'en prie, c'est à toi. donc aujourd'hui, je tenais à vous présenter donc La plus belle couleur du monde, qui est un manga sorti en France en 2021 aux éditions Glénat. Donc c'est une œuvre de Goro Zao. Il a pour thème romance, slice of life, adolescence, art, amitié et société. Et c'est un josei. Donc pour l'histoire, en fait, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est en troisième, mais qui est dans une école d'art au collège. Et en fait, son but dans la vie, plus tard, c'est d'intégrer un lycée de beaux-arts. Parce que de ce que j'ai compris, parce que ça se passe en Chine, il y a différents types de lycées pour l'art. Il y a les lycées vraiment spécialisés et les lycées un peu plus génériques. Et en fait, on va juste suivre son quotidien d'enfant. Concrètement, c'est une histoire assez simple où on suit l'histoire d'un collégien qui a pour rêve d'être un très bon dessinateur. Sauf qu'on va remarquer qu'il galère un peu en classe parce qu'il n'arrive pas à percevoir certaines couleurs. Euh, dans le sens où il comprend pas, par exemple, je vous donne un truc tout bête, hein, tu veux faire des ombres, pour lui, ça va juste être noir et blanc. Et il va forcément être amoureux d'une fille de sa classe qui, elle, dessine très bien et arrive à mieux gérer certains points techniques de l'art. Donc on va suivre leur quotidien, ça va évoquer plusieurs thématiques parce que du coup, j'ai trouvé dans ma lecture que c'était pas forcément qu'une tranche de vie. On va avoir un côté où ça dénonce un peu la société chinoise, dans le sens où déjà, faut savoir que ce qui m'a assez surprise, c'est que c'est une classe où tu vas avoir le protagoniste qui est dans une famille plutôt pauvre et en fait, il va avoir un camarade qui lui est riche. Et en fait, le riche, c'est quelqu'un qui forcément va avoir du matériel d'art qui coûte très cher. Et comme ça se passe à la fin des années 2000, où la population était quand même assez pauvre, celui qui est riche, il achète carrément du matériel qui coûte plus cher que le SMIC de l'époque. Et c'est vrai que lui, il va avoir, j'ai bien aimé la relation entre les deux parce que le protagoniste, en fait, va développer un certain complexe d'infériorité où au départ, il va détester le riche parce qu'il a l'impression que celui-ci va le frimer, alors que pas du tout. Et ça, j'ai bien aimé que pour une fois, dans une œuvre, on va pas forcément cracher que sur les gamins de riches, mais qu'on va dire, bah non, en fait, le gamin, quand il va conseiller l'autre d'acheter tel ou tel matériel, il le conseille vraiment. Il frime pas. Et ça, je trouve que ça change un peu des œuvres, qui vont faire, que cracher sur les riches et dire: c'est automatiquement, des fils à papa, maman, donc ils sont automatiquement mauvais. Après, on va avoir une partie qui va parler aussi, du harcèlement, et ça a assez son importance, dans l'intrigue. Après, je vais pas dire pourquoi, parce que ça peut spoiler, mais pareil, je trouvais ça assez intéressant que l'auteur parle de harcèlement à l'école et qu'au final, tu te rends compte qu'à la fin, ça a une réelle importance pour le récit. Et le troisième point que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture, c'est qu'il va parler, parce que surtout à l'époque, je sais plus si c'est d'actualité encore aujourd'hui,
En fait, il va parler du souci que rencontrent les familles qui ont, en enfant une fille et un garçon et en fait, l'homme, donc le garçon va être priorisé, par rapport aux études et ça, il le dénonce aussi, un peu et j'ai vraiment apprécié. Après au niveau de l'ambiance, du récit, ça reste assez, bon enfant. J'ai vraiment, pris un plaisir à lire parce qu'il faut savoir que c'est quand même un pavé de pratiquement 600 pages, mais ça se lit assez vite et du coup, il est tout en couleurs et c'est vrai que, comme on parlait du style graphique, moi Golozao a un style que j'aime beaucoup et je trouve qu'il maîtrise, plutôt pas mal les couleurs. On a l'impression qu'il aime bien, les effets un peu pastel qui permet de donner une ambiance assez douce à ces récits. Donc Et voilà, merci en beaucoup. tout cas, je la recommande. Et là, je viens de regarder quelques images en parallèle sur internet, déjà il y a des belles planches, mais c'est un sacré pavé, non? Il est assez ça m'a l'air d'être assez large. Ah mais 600 pages? Oui, moi je sais que je l'ai Ah lu en ouais. 3 sur 3 jours. Ouais, c'est Et 3 beh, tomes, quoi. Mmh. tu Mais par vois, contre, pour moi, c'est une pour lecture sympa. uniquement ah oui et par contre, ça se lit dans notre sens de lecture à nous. C'est de Oui. gauche à droite. Mais je l'ai Ah lu OK. assez rapidement parce que tu vois, ça a beau faire 600 pages, je crois que je l'ai fini en 1 heure. Ah oui. Ouais, c'est peut-être pas rempli de texte non plus, dans tous les sens. Non et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien parce que ça fait que la lecture est pas du tout lourde et justement, ça te permet d'un peu plus te focaliser sur le dessin qui a quand même son importance. OK. Il y a que Crottet là qui l'a lu? Apparemment oui. OK. Trop Ah moi bien, je bah, l'ai pas merci lu non beaucoup. plus. Merci Merci. pour vos recommandations, Paki. Allez, je reprends le flambeau et je vais présenter, une œuvre que j'aime beaucoup. Donc là, je rappelle qu'on a choisi 3 œuvres qui sont en rapport avec, l'art, les artistes, et le thème du débat, qu'on vient de faire précédemment, qui avait été proposé par Tritri. Donc moi, je vais présenter, No Manga No Life, que j'ai adoré. C'était ma deuxième lecture de l'auteur, Minetaro Mochizuki. J'avais lu Dragon Head avant et en fait, j'ai adoré. Pour le pitcher, c'est un slice of life dégusté, chapitre par chapitre. Donc à chaque chapitre, c'est un autre bout d'histoire qui a pas forcément de rapport avec, les précédentes et qui est autobiographique. Donc vu que j'aimais beaucoup cet auteur, déjà, pouvoir, voir certaines choses de sa vie, être un petit peu dans ses pensées, bah, je trouvais ça un petit peu satisfaisant à titre personnel et en plus, c'est vachement drôle, c'est très malin. Comme dans ses autres œuvres, après, il joue pas mal avec le lecteur. De temps en temps, il fait des mises en abîme dans son histoire et ça se lit tout seul, quoi. C'est vraiment très agréable comme lecture. Heu, Par rapport au dessin, ça respecte pas mal ce qu'on peut voir dans Shizakobe, par exemple. Donc c'est des ambiances, que je trouve assez calmes. Au niveau des dessins, il y a des surcontours assez épais sur les personnages, donc ça existe dans d'autres mangas, mais c'est pas non plus ce qu'on voit le plus souvent et ça se consomme vraiment très facilement. Voilà, je sais pas si je m'étais noté j'avais fait des petites notes, je sais pas si je m'étais noté d'autres choses à dire sur l'œuvre. Non, non, mais c'était à peu près tout. C'était à peu près tout, donc je le recommande vivement. D'autant plus que là, il y a pas longtemps, j'ai lu Shizakobe pour la première fois, je me suis pris une vraie claque et en fait, à chacune de ses œuvres, cet auteur, je suis vraiment fan. Il y a My Way qui m'attend, en plus, je me languis là. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont aventurés sur No Manga No Life. Je sais qu'il a été, peut-être pas beaucoup vendu, mais Shizakobe ou Tokyo Kaido, ça a été pas mal lu, je crois, sur le Discord. Non, bah, j'ai pas lu ces œuvres, c'est vrai que j'ai souvent vu passer, Shisakobe et c'est vrai que ça m'intrigue, pas mal. Pareil, No Manga No Life, bah, j'en avais entendu parler un peu sur le Discord aussi. Heu, voilà, ça m'attire, mais c'est pas non plus, c'est pas le truc qui m'attire, genre, comment dire? Genre là tout de suite, j'ai l'impression qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour lire No Manga No Life. Je saurais pas Ah, j'ai pourquoi, mais peut-être que ça peut être un petit peu clivant, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez facile d'accès. C'est peut-être pas la lecture que je conseillerais de l'auteur pour quelqu'un qui a jamais lu. Je pense que c'est Shizakobe, sans hésiter. Il y a OK. vraiment un truc qui se crée de super, genre, en gros, sans spoiler, mais ça parle, pas mal de menuiserie
et quand je le lisais, déjà, j'étais vraiment à fond plongé dedans, alors que moi et la concentration, des fois, ça fait 2, mais là, j'étais absorbé et il décrivait tellement bien les ambiances que des fois, j'avais l'impression de sentir le bois et du coup, Ah c'était oui, ultra immersif, très doux, il y a beaucoup d'émotions qui passent dans un espèce de cadre de pudeur, ce que j'ai l'impression, assez, commune dans la société japonaise, même si je connais pas bien le sujet. Et ça, c'est vraiment une grosse pépite, quoi, un énorme coup de cœur. Et du coup, ouais, No Manga No Life aussi, si tu accroches avec Shizakobe, il y a moyen que ça soit aussi du vrai plaisir. OK, bah, je commence peut-être par Shisako surtout que c'est une série courte, Shisakobe, c'est pas très long. Ouais, c'est en 4 C'est tomes chez le Lézard Noir, je crois que c'est dans les 15 € le tome et ils ont fait une réédition, un peu plus onéreuse pour les amoureux de la série. Je crois que Cam l'avait acheté, donc il l'avait fait passer dans les photos. C'est 2 gros volumes immenses, là, en dos toilé, dans un coffret. je note, Mais je j'ai la note. classique et c'est très bien déjà. OK, bah, merci de la reco. OK et il y a personne d'autre là sur nous qui a lu du Minotauro Mochizuki encore? Ça me dit absolument rien OK. Dragon Head non plus, ça te dit rien? non plus. OK, j'aurais tout donné. Ouais, j'ai lu le tome 1 Mais de Manga No Life quand c'est sorti, mais désolé, je t'ai coupé, Delicate. Vas-y. oui, pas de souci. Je pourrais le découvrir, plus tard. Oui, bien J'ai sûr, encore bah, je du t'y temps. invite. Merci pour la présentation. Avec plaisir. Bon et ben du coup, il nous reste Marsu pour sa présentation. Ouais, c'est moi qui vais conclure du coup les présentations. Oui, exactement. Du coup, moi j'ai décidé de vous présenter Jericho. C'est un one-shot écrit par Takao Hara et qui est publié chez Panini en juillet dernier. L'histoire elle se déroule en 1816, l'année où la frégate française Méduse s'échoue sur un banc de sable au large de la Mauritanie. Il y a un canot de sauvetage laissé à la dérive qui restera en mer pendant 13 jours avant que les sauveteurs ne parviennent à récupérer seulement quelques survivants. Et l'enquête menée par le gouvernement de l'époque révélera des actes de meurtre et de cannibalisme. C'est dans ce joyeux contexte qu'on va suivre la vie de Théodore Géricault, le fameux peintre du tableau Le radeau de la Méduse, au moment où il va immortaliser cet événement dramatique. Le manga explore les comportements du peintre à cette époque, notamment les nombreuses controverses suscitées par ses recherches et la façon dont il parvient à insuffler une telle intensité à cette scène, au point que parfois dans le récit, on a l'impression qu'il a été témoin lui-même de ces atrocités. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est qu'on y découvre un peintre habité par son art, passionné jusqu'à l'excès et fasciné par les chevaux, qu'on peut voir notamment sur la couverture où il se fond son visage se fond dans celui d'un visage de cheval. Et le récit nous montre vraiment tous les tourments qu'il a pendant la création du tableau, son audace et la façon dont son obsession pour le tableau va façonner toute sa vie. C'est totalement le genre d'œuvre que j'apprécie, à la fois accessible mais également instructive. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est aussi tout le travail de recherche qu'on ressent totalement, notamment par la très longue bibliographie à la fin de l'œuvre. Et le texte conclusif, c'est un peu une sorte de postface où l'auteur va nous en apprendre un peu plus sur l'influence que Géricault aura eue après sa mort auprès de ses contemporains, et notamment Delacroix, qui a peint la liberté guidant le peuple, notamment. Bref, un manga qui nous rappelle à quel point l'art peut être porteur de passion et surtout de drame humain. Je sais pas s'il y en a d'autres personnes qui l'ont lu ou que ça intéressait. Non, pas du tout, c'est intéressant et en regardant les planches, ça fait très, dessin, historique en tout cas. Je trouve que ça matche bien avec le pitch que tu as fait, le style, qui de ce manga. Bah en fait, quand on le lit, ça fait vraiment biographie dessinée en fait. Et par curiosité, du coup, il a mis combien de temps environ à le faire le radeau de la Méduse? Je sais plus sur combien de temps ça se déroule, mais sur plusieurs. C'est pas en 2 mois, quoi? Non, c'est pas en 2 mois, je crois qu'il y a au moins une année déjà. OK, OK. Ouais, ouais, non, mais ça prend vraiment du temps. Et ouais, il y avait pas le même rapport au temps avant par rapport à ce genre d'ouvrage. OK, c'est intéressant et j'ai vu une photo où il y a
et Gerico et Kokoro. Je sais pas si tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, mais c'est en fait, c'est sorti le même jour chez Panini. Ça Ah m'intéresse peut-être aussi. pour ça. Et donc là, c'est Peut-être sur sur Léonard de ouais, bah, Vinci. Et mais je commence à avoir une vraie petite collection de mangas sur les peintres, sur, des thématiques un peu historiques là et associées à l'art. Donc ça pourrait carrément rentrer dedans, dans oui, le bah, ça lot. ça aurait pu rentrer dedans aussi, oui. Et il y a un petit détail aussi, comme c'est un grand format de chez Panini, comme quasiment tous leurs grands formats, il y a un marque-page dans le manga qui est offert. Ça fait toujours un goodies en plus. Voilà, ça fait toujours un petit truc en plus, ce qui est sympa. OK et Crotté, toi tu l'as pas lu du coup? Alors non, pas encore, mais j'avoue qu'il m'intéresse vraiment dans les vraiment beaucoup, bah, tout comme, Kokoro, hein, vraiment. Puis surtout que, vraiment, notre libraire qui a les plus ou moins les mêmes, goûts de lecture que nous a vendu comme pas possible Jericho et Kokoro. Elle a vraiment adoré les 2 ouvrages et du coup, je suis vraiment là en mode: «Il est dans ma palle pour le mois de novembre, il faut que je le lise». Eh ben, tu vas Mais en avoir des choses à lire là. oui! Et pareil, même sous les yeux, là, j'ai Les Gardiens du Louvre de Taniguchi qu'il faut que je lise, aujourd'hui ou demain. C'est on va dire, c'est plus ou moins la semaine de l'art, du coup, je me suis calée avec le thème, du club de lecture, mais en C'est décalé. très actuel, sur le Louvre. Oui! Ouais, oui, j'ai Très, trouvé ça très très drôle. actuel. Je l'ai emprunté à la médiathèque avant le cambriolage du Louvre et du coup, c'est un petit peu drôle parce que je me dis: «Ah, j'ai eu un bon timing, ça va». Ouais. C'est pile poil. Pas Mouah. trop. Le prochain mangaka à être embauché par le Louvre pour réaliser un manga aura un thème à exploiter, beaucoup plus facilement que les 3 précédents. Peut-être qu'il y aura un thème policier un peu ou un thriller, hein, avec le Louvre, on sait jamais. J'aurais bien aimé avoir ton retour en tout cas sur, le ou les Gardiens du Louvre, je me rappelle plus du titre. J'ai lu que le Matsumoto sur le C'est Louvre. Les Gardiens du Louvre, du coup. C'est les Bah, Gardiens déjà, du Louvre. il est sous format, BD, vu que c'est un Dans le futur sens futur. français? Il Oui, est dans le sens français du coup, ouais. non, non, sens, manga, du coup, j'ai eu un bug, alors je l'ai sous les yeux. Non, non, il est dans le sens, japonais. OK. Seul à penser que ce qui s'est passé au Louvre, c'est promotionnel pour la série Cat Size. J'y ai pensé aussi parce que c'est vraiment le genre de cas, c'est un peu genre ridicule et complètement Ouais. décalé, genre, et je trouve ça extrêmement drôle que Ça ce peut être un mauvais soit, web, la couronne de la reine. ouais et surtout que Pas c'est de bijou de les reine. bijoux que, Itoile et Léna Situation avaient présentés, dans leur, stream, il me semble, du Louvre. C'est une vengeance. Mais ça fait très, ouais, cat size et du coup, je me dis: «Ça serait très drôle si à un moment le Louvre embauche, Hojo ou un truc comme ça pour faire un Ah ouais, truc c'est sur, très marrant. mais voilà». Bon, bah, très bien, merci beaucoup, Marsu pour, cette présentation Bah, y a pas de quoi. et je pense qu'on peut mettre, un terme à ce 8e club de lecture entre 2 bulles qu'on fait et rendez-vous pour le 9e donc à la fin du mois de novembre. Merci à tous. Bonne fin Et voilà. d'après-midi, tout le monde.